Bonjour, bienvenue à tous. Merci pour votre présence au Power Hair Summit. Je suis Margot Cohenon, j'ai le grand plaisir d'animer cette table ronde. Alors hier, j'ai eu l'occasion d'échanger avec certaines personnes. On se demandait mais finalement quel est le rôle d'un animateur, d'une animatrice de table ronde, et on s'était dit finalement c'est un peu comme mettre en lumière les intervenants. C'est un peu aussi mettre du soleil, ensoleiller les échanges, et ce qui me met dans une situation assez lourde, puisque le soleil, c'est quand même un sujet que mes intervenants connaissent particulièrement bien. Je dirais même que ce sont aussi eux qui ont contribué au développement du photovoltaïque, qui est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors évidemment, on va parler des grandes évolutions de la période historique de cette technologie, mais c'est surtout et avant tout afin d'échanger sur les défis, les enjeux du développement de cette technologie pour le futur, parce que je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord sur le fait que cette technologie, le photovoltaïque, aura vocation dans l'avenir à prendre une place majeure dans le mix énergétique si on veut passer à la transition énergétique. Donc j'ai le grand plaisir de vous accueillir tous les 6, et non pas 5 comme initialement prévu. En tout cas, merci beaucoup Daniel Linco, André Joffre, Marc Jedlicka, Jean-Charles Drouvin et Novak Kuslevich. Et j'ai, excusez-moi, une 6e personne dont je n'ai pas le nom, Benoît Pichet. Merci beaucoup à vous de votre présence. Alors tous les 6, vous êtes d'une certaine manière un peu dans l'histoire du développement du photovoltaïque à votre manière. Donc on est vraiment très heureux de vous avoir pour que vous puissiez parler aussi de votre expérience dans le monde fabuleux du photovoltaïque et du solaire. Je vais commencer par vous, Daniel Linco. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS et vous êtes aux origines du développement de cette technologie. Vous avez été présent au Collège de France il y a 2 ans lors de l'anniversaire du 50e anniversaire du photovoltaïque. Donc ma question, c'est comment est-on passé d'une énergie qui était initialement, je dirais, sous-estimée, méconnue, à une véritable solution aujourd'hui ? Merci beaucoup de votre invitation. Bonsoir. C'est toute une histoire. En fait, ce qui est surprenant, c'est que c'est une énergie qui a été considérée très sérieusement dès le début. C'est au fur et à mesure de sa croissance, de son développement, que à certaines phases, elle était plutôt déconsidérée, etc. Mais dès le début, le photovoltaïque, c'est l'industrie spatiale. C'est-à-dire que si vous prenez aujourd'hui, vous demandez à qui que ce soit si on peut envoyer des choses qui ne sont pas stables, qui n'ont pas le niveau technique, est-ce qu'on va l'envoyer dans l'espace ? Eh bien, le photovoltaïque, c'est grâce au photovoltaïque qu'on a pu alimenter les satellites dès 1958. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'effectivement, dès que cette découverte a été faite, alors je le rappelle au niveau historique, c'est très important aussi, c'est que la découverte de l'effet photovoltaïque, c'est un Français, il s'appelle Becquerel, c'est pas Henri, c'est le papa de Henri. Ils étaient tous les deux Edmond Becquerel. Et il y a une plaque qui est au collège, qui est au Jardin des Plantes. Et cette plaque, on l'a faite lors d'un anniversaire qu'on a fêté il y a 2 ans. C'était en 2020. Et donc, il a découvert l'effet photovoltaïque au moment où les gens s'intéressaient à l'électricité. La fameuse pile Volta, souvenez-vous, Volta, c'est 1800. Eh bien, 1839, Edmond Becquerel découvre l'effet photovoltaïque à 19 ans. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que pendant pratiquement un siècle, il y a eu très peu de développement et les choses se sont accélérées à partir des années de la moitié du XXe siècle, au début, en 1940-41, tout simplement parce qu'il y avait besoin de faire des radars pour justement des détecteurs. Et c'est là qu'on a découvert des cellules au silicium. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en 1941, c'était la découverte, le silicium n'existait pratiquement pas. Eh bien, en 1953-54, à la Bell Téléphone, ils ont commencé à faire une cellule et on est aujourd'hui au 70e anniversaire de la découverte des vraies cellules silicium. C'était en mai 1954. Et en fait, 2 ans plus tard,
le satellite, en 1958, donc un satellite, le premier satellite Vanguard, était équipé de cellules solaires. Et donc ça veut dire que depuis, vous regardez toute la conquête spatiale, Spirit, etc., tout ça, s'il n'y avait pas eu de solaire, regardez la station spatiale, on voit, la première chose qu'on voit, c'est les grands panneaux solaires. Donc le solaire n'était dès le début une industrie de pointe. Et elle l'est restée, et elle l'est en plus redevenue dans ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grande phase où à un moment donné, on est venu au photovoltaïque terrestre. Et là, les coûts étaient extrêmement élevés. Quand on envoie quelque chose, un satellite, si on a quelques watts, peu importe le prix de la cellule solaire. Par contre, pour faire des watts qui sont intéressants sur Terre, eh ben, il fallait baisser les prix. Donc, il y a eu dans cette histoire, le photovoltaïque terrestre a commencé en 1972 environ. Et donc là, en fait, peu à peu, mais sur des technologies, je dirais, d'origine spatiale. Donc en fait, contrairement à ce que beaucoup pensent, il y a toujours ça a toujours été une industrie de pointe, et ça le reste. C'est dans l'opinion des gens quelque part, et dans la perception qu'on a que c'était pas, on dit c'est pas stable, ceci, plein de défauts, mais dans la réalité, si on a eu la progression, c'est vraiment une histoire économique et une histoire industrielle. Est-ce que vous pouvez parler aussi des récentes évolutions? Alors, on parle notamment du branchement électrique, le fait que maintenant, on a le raccrochage au réseau. Alors ça, c'est quand même une technologie qui est assez récente. Vous pouvez évoquer ça également? Je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont beaucoup plus... Moi, si vous voulez, sur les questions de réseau, je pense qu'il y en a un historien de ce domaine qui est juste à côté. Eh bien, allez-y, je vous en prie, prenez la parole. Alors bonjour, bonsoir tout le monde. Oui, alors moi je suis tombé dans le photovoltaïque quand j'étais petit. Alors 58, c'est ma date de naissance. Hein. Bon, j'habite depuis 40 ans dans une maison qui est équipée de panneaux solaires, mais pas raccordée au réseau, sur batterie. Et à l'époque, c'était un programme européen de recherche en alternative à l'extension du réseau électrique, 1982-83. Et puis peu de temps après, justement, j'ai eu l'occasion par concours de circonstances, j'ai eu beaucoup de concours de circonstances dans ma vie, de connaître la technologie des onduleurs, donc l'électronique de puissance, qui elle est apparue qu'à la fin des années 80, et c'est en Suisse allemande en fait que ça s'est développé. D'ailleurs, le pionnier de ça, c'est SMA, qui existe toujours, qui est toujours un des gros fournisseurs d'onduleurs. Et c'est donc en Suisse, ça a commencé en 90 sur une coopérative qui avait équipé un gymnase de quartier, donc une logique coopérative, et je vais y venir très rapidement à ce sujet-là. Et nous, on a fait la même chose en 1992, à l'époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait même pas les fax, et on a fait ce qu'on appelle aujourd'hui du crowdfunding, c'est-à-dire qu'on a fait une tontine entre copains, on était une centaine, 120, on a cassé la tirelire pour installer en France le premier kilowatt photovoltaïque, donc les premiers 10 mètres carrés de panneaux solaires, fabriqués en France par Photowatt, et à quelques kilomètres d'ailleurs de Photowatt, en face d'une centrale nucléaire qui s'appelait Superphénix, un surgénérateur de 4e génération dont un certain M. Jancovici nous prétend que ça existe dans le monde et que c'est facile à construire et qu'il y en a plein partout, ce qui est complètement faux. Ça a été un des plus gros échecs industriels du nucléaire, donc la fameuse 4G. Et au moment où on a démarré notre petit kilowatt, on avait fait le pari qu'il produirait plus que le méga réacteur qui est aujourd'hui en démantèlement. On a gagné. Voilà. Et donc... ça a été une initiative citoyenne, en tout cas l'introduction en France du raccordement réseau est une initiative citoyenne dont j'ai la fierté d'avoir été un peu à l'origine. Mais ce n'est pas étonnant du tout parce que ce qu'a dit Daniel, je le rejoins tout à fait, c'est une technologie de pointe, donc il y a les chercheurs et les chercheurs qui trouvent, il y en a plein dans le solaire, mais il y a aussi cette dimension démocratique. Pourquoi? Parce que le soleil il brille pour tout le monde. Il arrive, tout le monde peut devenir producteur, tout le monde peut avoir des panneaux chez lui, de plus ou moins grande taille, et c'est un peu ce qu'on a voulu signifier à cette époque-là. C'est pas seulement une technologie, c'est aussi un modèle de société. Et j'en profite pour rappeler une chose, c'est que le soleil, c'est un réacteur nucléaire, thermonucléaire, de fusion. Le ITER qu'on n'arrive pas à faire sur Terre, nous on l'a depuis 5 milliards d'années. Le SAV, ça marche bien, c'est confiné, pas de problème, et on a encore une garantie fabricant pour les 5 prochains milliards d'années. Et ça, je pense que c'est le fondement pour moi, ma rencontre avec le photovoltaïque dans ma vie, c'est un peu par hasard, ça a été beaucoup ça, c'était une vision de la société qui est derrière, qui est beaucoup plus démocratique, beaucoup plus décentralisée, beaucoup plus paisible aussi. On ne peut pas faire bombe atomique avec un panneau photovoltaïque, je vous mets au défi de le faire, avec de l'uranium c'est un peu plus facile. Donc voilà, pour moi ça a été aussi ce côté-là qui m'a attiré autant que, je pense que la jonction entre la recherche de très haut niveau, fondamentale autant qu'appliquée, et la citoyenneté, pour moi, c'est vraiment ça, le photovoltaïque.
Oui, effectivement, merci beaucoup Marc. Jelitzka, je profite de la fin de votre intervention pour vous présenter. Donc, vous êtes porte-parole de l'association de Negawatt et vous êtes également le directeur général de Espool. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Espool, donc c'est ce que vous m'avez raconté, c'est le nom d'un oiseau chaman qui est chargé de réveiller le soleil. Et c'est un peu le métier que vous faites au final. Oui, et s'il ne réveille pas le soleil, le monde s'arrête. C'est un moineau chaman d'Amérique du Sud, des Indiens Yamana qui ont été massacrés par la colonisation. Exactement. Et effectivement, vous avez évoqué cette phrase, cette citation. C'est une technologie, le photovoltaïque est une technologie par essence démocratique. Merci beaucoup, Marc. Je me tourne vers vous, Novak. C'est moi maintenant. Maintenant, c'est à vous, effectivement, Kozevich. Vous êtes fondateur et directeur de Allo Solar, leader sur le marché du do-it-yourself. En bon français, comment dit-on le faire soi-même. Faire soi-même. Donc, vous êtes installé à Béziers. Exactement. Et alors, comment est-ce que vous avez observé l'évolution de la demande des consommateurs pour les produits photovoltaïques, notamment dans le secteur du do-it-yourself, du faire soi-même? Vous savez, au début, ça a été le premier client, ça a été un bricoleur qui voulait tenter faire une installation photovoltaïque soi-même. Avec l'évolution des produits, l'évolution de la société, préparer des kits plus facilement installables pour les particuliers. Donc, on a réussi à tourner le marché vers do-it-yourself. Donc, je ne veux pas dire que le marché do-it-yourself présente des choses énormes, mais aujourd'hui, par exemple, à ma estimation, do-it-yourself présente à peu près 15% des marchés résidentiels. Et Allo Solar, tout seul, il est déjà à 5%. Donc la question de l'autonomie énergétique a pris une place très importante chez nos clients. Le nombre de visites de notre site en croissance continue. Tous les jours, des records sont battus tous les mois. Les particuliers sont devenus de plus en plus techniques, ils sont de plus en plus à l'aise à installer soi-même, spécialement avec l'évolution du marché à Allo Solar. Nous avons créé des kits solaires prêts à installer, presque complètement pré-câblés. Donc aujourd'hui, installer un kit solaire à soi-même, moi je ne trouve aucune difficulté. Si vous voulez le lancer, ça sera une bonne idée. Allo Solar, il se bat toujours de présenter des produits avec un tuto derrière, grandir des services comme des services SAV, mise en installation, on aide nos clients à tout niveau. Et spécialement quand vous prenez Allo Solar, je parle de partie des marchés d'Allo Solar, donc résidentiel, do-it-yourself. Vous n'avez pas beaucoup d'acteurs qui se lancent avec une vision 2030 ou 2035. Allo Solar qui présente un beau bout de marché aujourd'hui, donc il peut facilement dire que par exemple 2025, on sera une machine d'expédition des kits déjà prêts, donc on sera complètement automatisé. Je ne sais pas, si je ne me trompe pas, on va expédier un kit dans 3 minutes 56. On va peut-être promettre que la commande qu'elle vous passez sera 30 minutes après dans le camion avec des tutos, avec des documentations, des manuels. Merci beaucoup, effectivement, merci beaucoup. Merci. Jean-Charles Drouvin, vous êtes donc directeur général du Power Group. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'organisation de cet événement, du Power Earth Summit, grâce à qui nous sommes ici tous ce soir. Vous évoquiez justement dans le cadre de l'organisation de cet événement auprès de la tribune des contraintes financières qui existent encore aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pouvez parler justement des défis auxquels a fait face le développement de cette technologie passé et présent et qu'il faut encore surmonter? Alors, au-delà des contraintes financières, c'est plutôt des contraintes réglementaires aujourd'hui qui nous pénalisent dans la profession.
Les contraintes financières, on les avait à l'époque où le solaire était pas encore industrialisé avec des économies d'échelle importantes. Le solaire photovoltaïque aujourd'hui, c'est l'énergie qui produit le kilowattheure le plus compétitif. Sa seule faiblesse, c'est qu'elle est alternative entre le côté diurne et le côté nocturne. C'est une problématique qui va se régler demain avec l'avènement de la batterie, qui est en train de faire sa révolution industrielle avec des économies d'échelle importantes qu'on attend dans les années à venir avec le boom du véhicule électrique. Donc, quand demain on aura la capacité de produire, de stocker de l'énergie dans des batteries pour les redistribuer au moment où la production solaire n'est pas disponible, on aura réglé cette problématique d'alternance diurne-nocturne et on aura réglé une énorme partie du problème. Donc le côté financier, aujourd'hui, n'est pas un gros problème pour la profession. On assiste par contre à des problématiques de règlement, de changement des règles du jeu. Et pour imager ça, pour que tout le monde puisse l'avoir en tête, mais c'est un petit peu comme si vous alliez voir votre banque pour acheter une maison. Vous avez le prix de la maison, vous avez le taux, et puis on vous dit peut-être que par contre, au moment où on signera, ça ne sera pas vraiment ce taux-là, ça ne sera pas vraiment ce prix-là non plus pour la maison, quoi. Quand même un peu perturbant, difficile pour les partenaires financiers de s'engager sur ces aléas possibles et puis sur ces zones des zones de flou, quoi. Donc aujourd'hui, le message, il est plutôt qu'on a besoin d'un cadre qui est fixé pour plusieurs années. Il faut qu'on arrête de mettre la profession face à un flou tous les trimestres, ce qui a été le cas pendant de nombreuses années. Il faut qu'on arrête de mettre la profession au deuxième rang des énergies disponibles, parce que c'est une énergie qui est facilement déployable. Le solaire photovoltaïque, c'est ce qui s'installe le plus facilement sur des surfaces de couverture qui sont encore énormes à équiper, sans en oublier pour autant nos amis de l'éolien, de l'hydrogène et de la méthanisation et de l'hydraulique. Toutes les bonnes énergies sont bonnes à prendre. Mais on a mis en place une cellule de veille et puis on participe avec André et avec la FFB et Enerplan et le CER à pas mal de réunions. Et j'ai mon collègue Benoît qui est avec moi sur scène, qui est très assidu et très pertinent sur le sujet, auquel j'aimerais passer la parole. Bien sûr. Et il va vous exposer tous les atermoiements en fait de notre métier et ce qui nous manque pour vraiment libérer l'esprit d'entreprise des PME du solaire photovoltaïque, qui, on le répète vraiment régulièrement, mais reviennent de très loin, parce qu'il y a rarement une filière qui a été aussi cabossée que cette filière solaire photovoltaïque. Daniel Linco disait, c'est une énergie qui est mature, on sait que c'est fiable, il n'y a pas de pièces en mouvement, on a un coût de revient qui est quasiment imbattable. Et pourquoi on ne la laisse pas se développer pour aider à maîtriser les coûts énergétiques de demain, quoi. On peut parler de souveraineté énergétique, on peut parler de tout ça, mais avant de parler de ça, c'est un accès à l'énergie facile, comme le disait Novak. N'importe qui demain doit être capable, moyennant un prix juste, d'acheter son kit solaire photovoltaïque ou de participer à la transition énergétique. Effectivement, merci beaucoup Benoît. Alors, en plus, je profite d'ailleurs, vous avez parlé de la technologie simple à mettre en place. Il y a aussi le plug and play. Je ne sais plus si vous l'avez évoqué. Plug and play, ouais. Pour vous répondre aujourd'hui, oui, c'est une solution très très rapide, mais elle est assez limitée. Donc aujourd'hui, avec préconisation d'État, c'est maximum à installer à 16 ampères. Sur une ligne dédiée, donc on peut dire que c'est maximum de kW, 500 watts, ou allez, on dit maximum 3 kW. Et éventuellement, si la ligne n'est pas dédiée, vous pouvez brancher de petits panneaux, pas plus que ça, 800 watts. Donc oui, c'est une petite solution peut-être pour les locataires et pas propriétaires des maisons, donc, oui, qui veut participer à la transition énergétique. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. On aura peut-être l'occasion de reparler de ce sujet.
Benoît, je vous laisse prendre la parole. Oui, alors du coup, je vais rebondir sur ce que disait Daniel Linco. Alors, on est peut-être les inventeurs du procédé photovoltaïque en France, mais on est surtout les inventeurs de la complexité réglementaire, comme le disait Jean-Charles. Les anciens dans le secteur ont connu le moratoire, on a connu aussi l'obligation d'intégrer les panneaux en toiture, on sait ce que ça a donné. Nos amis assureurs nous le font, entre guillemets, payer, et peut-être à juste titre aujourd'hui encore. Donc on a besoin de visibilité, comme le disait Jean-Charles, parce qu'on a un cadre réglementaire qui est quand même bien fixé aujourd'hui, mais on n'a pas de tarif d'achat. Par exemple, pour le trimestre actuel, on ne sait pas à quel prix on va pouvoir vendre l'énergie dans 6 mois. On a aussi des installateurs aujourd'hui qui aimeraient sortir de ce cadre réglementaire, ou des particuliers, comme le disait Novak, et qui ne peuvent pas aussi travailler sereinement, parce qu'on ne sait pas si on va se retrouver avec un impuesto al sol, comme on a eu en Espagne. On peut prendre un exemple d'autoconsommation collective aujourd'hui, qui a besoin, enfin les projets d'autoconsommation collective qui ont besoin d'être rassurés sur le coût d'utilisation du réseau notamment. On a aussi d'autres contraintes qu'on a identifiées et qui nous sont montées tous les jours. Une contrainte qui concerne aussi les utilisateurs, qui est le fait que les institutions qui nous permettent de raccorder les projets au réseau, tels que Enedis ou EDF-OA, qui sont chargés en fait d'établir les contrats d'achat, sont sous-staffés. Alors du coup, on se retrouve avec des délais de raccordement qui sont très, très importants. Et quand on se compare avec nos pays limitrophes, nos pays voisins, on voit bien que c'est inacceptable et que là encore, on est une exception en Europe. Des contrats qui mettent actuellement 1 an, voire 2 ans à sortir, et qui ne permettent pas de rassurer les utilisateurs. Et après, il y a une autre problématique aussi que je voulais souligner ce soir. Alors c'est vrai que c'est une problématique qui concerne directement des acteurs actifs sur le segment toiture, mais c'est le fait que les volumes qui ont été définis dans la PPE sont, selon nous, mal répartis. On a des volumes encore insuffisants sur le segment toiture, donc sur l'arrêté, le décret S21. Alors, petit aparté, le décret S21 qui en est à sa 5e version, donc en si peu de temps, donc ça donne un flou réglementaire pour les installateurs et les utilisateurs une nouvelle fois. Donc des volumes, je reviens sur les volumes qui sont mal répartis au niveau de la PPE, insuffisants pour les projets en toiture avec 1 giga d'aujourd'hui, et selon nous trop important pour les projets au sol. Merci beaucoup Benoît. Oui, je pense qu'on peut vous applaudir, effectivement. Ouais. Nous avons aussi André Joffre. C'est un grand plaisir de vous avoir à cette table ronde également. Vous êtes donc président de Techsol, en quelque sorte les architectes des installations solaires. Au sein du pôle Derby auquel vous appartenez, vous stimulez les petites et moyennes entreprises dans les innovations. Et surtout, vous êtes chargé d'un rôle très important qui est de former les nouvelles générations. Vous organisez plusieurs formations. Alors, on en a parlé hier avec le président Barack Obama, l'importance de la jeunesse dans le développement des stratégies et de la transition énergétique. D'ailleurs, ce sera un sujet de la table ronde demain, éduquer les jeunes à la transition énergétique. Et il s'avère que c'est moi qui sera animatrice également. Donc, ma question sera quelles sont les tendances émergentes qui sont rattachées au photovoltaïque, qui pourraient façonner son avenir? Et aussi, je couplerai cette question aussi au rôle de la jeunesse et à la motivation des jeunes vis-à-vis de cette technologie. D'accord. Alors écoutez, il faut d'abord bien se rappeler une chose, c'est que le solaire français s'est construit dans la diversité. Hein. On a toujours été, et pas seulement des opposants. On peut comprendre que ceux qui ont d'autres énergies à vendre s'opposent au solaire. On peut le comprendre tout à fait. Mais même dans nos rangs, moi, je me souviens que j'ai été mis en minorité 2 fois par l'organisation professionnelle à laquelle j'appartenais. La première fois, c'est quand on a voulu commencer à parler d'injection au réseau. Mon syndicat m'a dit non, c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder parce que même quelqu'un qui avait dit, vous vous rendez compte, injecter du solaire, de l'électricité solaire dans le réseau, c'est un peu comme injecter le sida à un corps humain. Imaginez un peu la portée politique de ce mot. Hein. Et ça a été dit.
dans nos propres rangs. Parce que les gens qui étaient, à l'époque, qui représentaient la profession solaire, étaient des gens qui vivotaient d'activités un peu à l'export, des sites isolés, etc. Et ne tenaient pas à ce qu'on franchisse un pas, qui était le fait de se raccorder au réseau. Un peu plus tard, ça a été quand on a commencé à parler d'autoconsommation. Et là, je vais vous narrer une anecdote. Il se trouve que j'avais rencontré le président Hollande lors d'un voyage en Afrique. Il m'avait invité fort gentiment et j'avais eu l'occasion de lui parler, bien sûr, un peu de solaire. Et quelque temps plus tard, la loi de 2015 est apparue et on a essayé d'introduire cette notion d'autoconsommation. On n'y est pas arrivé parce qu'évidemment, l'administration avait dit « Ah non, non, on ne peut pas faire ça comme ça, on va faire d'abord un rapport de 400 pages qui n'en finissait pas de sortir. Et quand il est sorti, évidemment, il est sorti trop tard pour le mettre en... Mais comme on était un peu dégourdi à l'époque, on a réussi à faire passer un amendement en disant, voilà, dans un an, au plus tard, il faudra qu'une ordonnance vienne préciser l'autoconsommation. On avait réussi à faire passer ça au Sénat. Bon. Et donc, un an plus tard, le président Hollande, c'était en juillet 2016, le président Hollande signe l'ordonnance d'autoconsommation. Et il se trouve qu'il vient à Perpignan quelques jours après pour inaugurer un tronçon de route. Et comme toujours, une réception à la préfecture quand un président se déplace. Et bon, je vais le voir, comme je le connaissais un peu, je lui dis « Félicitations, président, je vous remercie d'avoir signé cette ordonnance. » Ah, il dit « Vous ne pouvez pas vous imaginer, j'ai eu tous les mal du diable, tout le monde s'opposait à cette ordonnance. J'ai vu le moment où je ne pourrais pas la signer. Mais je me souviens de la conversation qu'on a vue en Afrique, et donc j'ai tenu à la signer. » Vous voyez que ça ne tenait pas grand-chose. Bon, ça montre quand même une chose, ça, c'est qu'on a des gens qui ne sont pas tout à fait favorables au solaire, et ça continue aujourd'hui. L'excès de paperasse pour monter un dossier, pourquoi en France c'est très compliqué, et en Allemagne c'est une simple recto verso. Bon, il y a quand même des raisons. Alors je veux bien que la simplification de l'administration du solaire soit pas unique, ça ne concerne pas que le solaire. Je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de l'hyper-administration de notre société. Mais là, franchement, pour des technologies nouvelles, c'est dans ce domaine-là qu'on devrait justement faire des gains très importants de productivité. Bon, ce n'est pas le cas. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, on a gagné la partie du solaire. Comme le disait Marc tout à l'heure, bon, le solaire aujourd'hui est très compétitif, pratiquement c'est imbattable. Et comme une chance n'arrive pas toute seule, les prix continuent à baisser. Ils ont baissé d'à peu près, en gros, sur la décennie précédente, on a divisé par 10 le prix. L'an dernier, on a baissé de 47%. Cette année, on devrait encore baisser de 40%. Alors, les marchands vont me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire si les prix baissent autant? Où sera la marge? Ben, c'est un vrai sujet. Donc, il va falloir, là aussi, être inventif et se remettre en cause. Ça ne sera peut-être pas sur le prix du matériel qu'on va faire de la marge, mais sur la valeur ajoutée qu'on y apportera. Et là, on a une chance, c'est qu'arrive sur le marché la voiture électrique. Alors, la voiture électrique, ce qui est à la base de la voiture électrique, je vais vous dire, c'est la pile, c'est la batterie au lithium. Invention 2013. Ouais, ça rappelle quelque chose 2013, hein? C'est... Voilà. 2073, pardon. 2073. Et donc, on arrive ensuite, qu'est-ce que je dis, 1973. Invention du... Oui, j'étais plus là. 1973, donc il y a 50 ans, au moment où on organisait la conférence de l'UNESCO, le premier brevet est déposé sur la pile de lithium. Et puis ensuite, ça s'améliore, etc. Les premières expérimentations, début des années 90, vraiment le démarrage à peu près en même temps qu'Internet, en 2000, un peu avant 2000, quoi, on va dire. Bon, voilà. Et pour la petite histoire, c'est en 2018 que le chercheur britannique qui vit à New York a obtenu le prix Nobel pour sa découverte. Vous voyez que là aussi, il faut avoir de la persévérance si on veut avoir le prix Nobel. Et là, tu vois, donc il y a des chances encore à continuer. Bon, alors, cette batterie, elle arrive au moment, si vous voulez, où le solaire devient très performant. Ça aurait pu arriver 10 ans plus tôt, 10 ans plus tard. Elle arrive maintenant. Et vous avez vu que Renault sort une nouvelle voiture, la Renault 5, qui n'est pas une simple voiture. C'est la première commercialisée en France qui va permettre de pouvoir alimenter une maison. Alors, on sait bien que la voiture, on peut la charger, ça c'est classique. Mais là, elle pourra alimenter la maison. Et donc, on va pouvoir effacer les consommations d'une maison pendant les heures de pointe,
par exemple le soir vers 19h, quand tout le monde rentre à la maison et où il y a des pics de consommation, bien à ce moment-là, on va pouvoir décharger la voiture pour soulager le réseau et donc apporter un service au réseau. Ça arrive aujourd'hui. Ça arrive aujourd'hui. Mais en 2030, c'est demain, nous aurons 2 millions de voitures sur le marché. Ça veut dire à peu près 100 gigawattheures de disponibles pour faire ça. Et déjà Tesla aux États-Unis, au Texas, utilise les parcs de voitures pour réguler la pointe de consommation. C'est aujourd'hui, ce n'est pas dans 20 ans, c'est aujourd'hui. Donc vous voyez bien que le monde dans lequel on va arriver, il est très simple. C'est un monde dans lequel la voiture électrique va devenir un des composants de l'habitat. Tiens, intéressant. On n'aurait pas mis la voiture avec l'habitat. Et oui, ça va. Vous voyez, dans les villes, il n'y aura plus de voitures, certain. Par contre, lorsqu'on habitera à la campagne, la voiture fera partie de l'habitat et elle servira à réguler les pointes de consommation. Alors ça veut dire qu'on a là, disponible sous les yeux là, 100 gigawattheures de batterie fatale, qui ne coûte rien parce qu'elle a été achetée pour circuler. Et on va s'en servir en plus pour pouvoir réguler le réseau. Alors ça, il va falloir que le réseau nous paye. Jusqu'à présent, c'est nous qui payons le réseau tout le temps. On va leur rappeler un peu qu'il faut que, puisqu'on va leur rendre service en évitant qu'ils se renforcent, en évitant qu'ils aient des surcoûts, il va falloir que le réseau nous rende un petit peu d'argent. Et ça sera encore profitable pour l'ensemble du projet. Alors, demain, c'est quoi, la maison? Moi, je peux vous dire, en 2030, tous les toits sont bleus. Pourquoi? Parce que le prix des panneaux solaires sera tellement bon marché qu'on ne va pas dimensionner le toit en fonction des besoins du bâtiment. On va dimensionner le toit parce que tout simplement, tout le toit sera solaire, parce que ça coûtera moins cher que de faire un toit avec des tuiles. Voilà. On ne se posera pas la question. Parce que d'abord, on ne sait pas ce qui sera derrière. Alors évidemment, ce toit servira à charger la voiture, il servira aussi à assurer les besoins, mais il servira aussi à alimenter la communauté, le village. Aujourd'hui, la communauté, c'est 1 kilomètre autour de la maison. C'est un disque qui fait 2 kilomètres de diamètre. En zone rurale, c'est un disque qui fait 20 kilomètres de diamètre. Mais demain, ça pourrait être plus important. Ce n'est qu'une décision administrative. On pourrait dire, on souhaite que ce soit tout un département, toute une région. Puisqu'en France, vous le savez, le tarif de transport de l'électricité, il est le même, quel que soit le point où on injecte. Que l'on traverse la rue ou que l'on traverse la France, on paie le même prix. Donc, on pourra faire de l'autoconsommation sur des espaces beaucoup plus grands. Et ça y est, on y est. On a par exemple, nous, un programme qui s'appelle Mobilison et qui permet, quand vous prenez votre voiture, vous vous déplacez, vous vous branchez sur une borne publique et vous faites livrer dans cette borne votre propre électricité de votre maison qui va alimenter votre voiture. Vous voyez, ça, ça fonctionne aujourd'hui. Bien sûr, on a obtenu des dérogations, hein, sinon on ne pourrait pas le faire. Vous voyez que toute cette mécanique qui allie en fait de la techno, des panneaux solaires, de plus en plus banals, qui ne coûteront rien, pas grand-chose, des voitures qui seront là et qui vont s'améliorer, qui vont progresser évidemment, et puis pas mal d'intelligence. Alors vous parlez des jeunes, les jeunes geeks là, ils sont à l'aise dans ce monde-là. Pour eux, c'est le paradis. Vous êtes en train de sauver la Terre et en même temps, vous êtes en train de gagner votre vie et vous êtes en train en plus de générer de la valeur ajoutée locale, décentralisée dans les régions, dans les territoires. Vous voyez que ça matche quand même pas mal, ça remplit pas mal de cases. Donc voilà, oui c'est vrai, la formation est un acte essentiel. Moi je suis pas pessimiste parce qu'on en parlait tout à l'heure avec le directeur de l'école d'ingénieurs de Perpignan, SUPENR. Bon, ils ont 70 places par an, ils ont 2000 candidatures. Ça en dit long. Hein. Donc je pense qu'on est en train de réfléchir là pour créer de nouvelles formations parce qu'il y a tellement une telle appétence des jeunes pour venir à ces métiers que vraiment il ne faut pas les décevoir, il faut leur donner des places. Ne faisons pas comme les médecins qui voulaient rentrer dans les études de médecine et qui ne trouvaient pas de place. Là pour le coup, il faut leur trouver des places, il faut créer des formations. Donc c'est un gros travail à faire à tous les niveaux, depuis l'installateur qui monte sur les toits et qui installe des panneaux solaires jusqu'à celui qui conçoit les systèmes dans un cabinet d'ingénieurs, jusqu'au jeune qui met en service l'installation et qui a besoin d'une connaissance fine de tout ce qui est électronique, etc. Donc vous voyez que tout ça, ça touche à la fois les métiers nouveaux, les technologies nouvelles et surtout, ça permet d'être utile dans son métier.
Et ça, je crois que la notion d'utilité est essentielle dans le souhait des enfants, des jeunes qui aujourd'hui rentrent dans les métiers. Il faut qu'ils se sentent utiles, il faut qu'ils aient la sensation, cette connaissance finalement d'un monde où nous, les plus âgés, nous sommes peut-être un peu encore, enfin, quoique je me concerne assez jeune sur ces sujets-là, mais c'est vrai qu'on sent bien qu'on n'a pas toutes les clés, nous, pour pouvoir dire ce qui va se passer. Ce que je vous décris là, c'est même une vision un peu traditionnelle des choses. Je suis sûr que ça va être encore plus en rupture et ça va s'accélérer encore plus que ce qu'on ne le pense. Oui, c'est effectivement un sujet qu'on pourra aborder là, dans les 25 dernières minutes. Vous présentez des perspectives immenses pour cette technologie. Je me tourne vers vous, messieurs. Est-ce que certains d'entre vous veulent réagir à ce que vous avez entendu? Est-ce que vous partagez aussi cet optimisme vis-à-vis du développement de cette technologie? Moi, c'est complètement raccord avec ce que j'ai dit. C'est une société que ça décrit. C'est pas seulement une technologie, c'est pas seulement du business, c'est aussi, et je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir cette note d'espoir dans le monde dans lequel on est. Encore une fois, le photovoltaïque, c'est un instrument de paix, de démocratie, de partage. Le réseau, pour moi, c'est le meilleur symbole de la mutualisation, de la socialisation, de la communauté qu'on forme tous ensemble. Donc voilà, les ingrédients sont là, comme dit André, c'est pas nous qui allons le mettre en œuvre à nos âges, mais ouais, et bonne chance les jeunes, mais il y a vraiment de quoi avancer vers une société apaisée. Encore une fois, c'est ça dont on a besoin. La paix, le fait que ce soit les citoyens, les communautés locales, les collectivités, les PME qui mettent ça en œuvre, on n'a pas besoin de grands groupes multinationaux. À la limite, on n'a pas besoin du CAC 40 pour mettre ça en œuvre. On a besoin d'usines pour fabriquer les panneaux, on a besoin d'usines pour fabriquer les composants, etc. Mais une fois que c'est mis en œuvre, une fois que c'est posé sur un toit, que c'est là pour 15, 20, 25, 30 ans peut-être demain, c'est l'indépendance, c'est la souveraineté, c'est quelque chose qui a une valeur bien au-delà de la valeur économique, qui a une valeur sociétale, je pense, comme projet, alors il n'y a pas que ça dans la vie, effectivement, mais qui, du point de vue, en tout cas, de l'alimentation énergétique, l'électricité est un vecteur qui est dominant maintenant. C'est pas le seul, il ne faut pas penser qu'on sera à 100% électrique, mais néanmoins, il prend de l'importance de plus en plus. Eh bien, on a des solutions qui allient, on va dire, le besoin et une société apaisée autour de ça. Daniel, Inco, vas-y. Oui, si on reprend sur la question historique, il y a une chose qui est importante, c'est de voir que tout le domaine de l'énergie solaire, ça a été fait beaucoup avec des passionnés et des gens qui étaient convaincus d'une évidence. C'est que le soleil, ça a été rappelé, c'est un réacteur de fusion. Et en fait, le soleil nous donne l'énergie complète au niveau. On mange du soleil. Quand on mange une baguette, et il a été fait par de la poussée grâce à des photopiles solaires que personne ne voit trop. C'est la chlorophylle. Quand vous regardez plantes, etc., il y a tout un domaine, c'est de la photosynthèse. Et la photosynthèse, c'est la nature qui a trouvé le moyen d'attraper les photons et de faire en sorte que ces photons se transforment finalement en nourriture. Le soleil, c'est aussi le bien-être. C'est dès qu'on voit qu'il y a un rayon de soleil, tout le monde se... Donc le soleil est au cœur de l'humanité. Et ce que je voudrais dire, c'est que finalement, cette envie de solaire, elle est depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que nous avons la chance, pour la première fois dans l'humanité, d'être capables de convertir directement l'énergie des photons en électricité. Regardez ce qu'il a fallu faire pour le faire avant. On est allé chercher le pétrole, on a pris le bois, c'est-à-dire que des énergies qui étaient dérivées, stockées, etc. Aujourd'hui, grâce quelque part à la science, mais aussi à des gens passionnés, c'est-à-dire qu'effectivement, dès le début, que ce soit des chercheurs, des politiques, des citoyens, se disent mais pourquoi on n'est pas capable de développer l'énergie solaire? Regardez la télévision le soir, des pays entiers sont baignés de soleil et ils continuent à utiliser du pétrole, etc. Aujourd'hui, il faut qu'il y ait une forme de prise de conscience générale. Et je voudrais juste faire un lien au niveau de l'histoire par rapport au président Obama hier. J'ai été interviewé à un moment donné par, je crois que c'était le Sénat ou l'OPEX, c'était en 2011, c'était après l'élection de Barack Obama. Et en fait, les premières choses qu'a fait, c'est le rôle du politique. Je crois qu'il n'y a pas simplement les chercheurs, les citoyens, les politiques ont un rôle. Et Barack Obama a lancé ce qu'on appelle le projet Sunshot.
Je ne sais pas si ça vous fait penser, ça vous pensait à Moonshot. Qu'est-ce que c'était Moonshot? C'était en 10 ans, les Américains disaient qu'ils poseraient quelque chose sur la Lune. Et ils l'ont fait. Eh bien, j'ai regardé hier le projet Sunshot dont j'avais parlé. Il avait des prix très élevés en 2011. Le solaire était inabordable. Et ils ont décidé, et c'est là la beauté aussi de l'aspect politique, c'est de décider qu'en 2020, 10 ans après, eh bien, ça serait 1 euro du watt. Regardez, aujourd'hui, on est à 0,17 ou 15. Donc on a même été plus vite. Et c'est la même chose par rapport à l'AIE qui a été hier. Les premières prévisions au niveau historique étaient qu'il n'y aurait pas de solaire même en 2100. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est de ramener les éléments historiques qui ont fait des grandes transitions. Quand il y a eu les tarifs d'achat, par exemple, ça a été une révolution, c'est-à-dire on payait le kilowattheure et ça a permis de déclencher l'industrie. Et j'étais à la table ronde précédente, en fait, ça a donné de la visibilité à l'industrie en disant, voilà, on vous garantit sur tant d'années que vous serez payé à temps, et c'est grâce à ça que le solaire a commencé finalement son cycle vertueux. Et donc l'histoire est passionnante parce qu'elle est faite de recul, mais d'une détermination de beaucoup de gens, parce que quelque part il y a une évidence. Il y a une évidence. Regardez aujourd'hui quand il faisait beau ce matin, il nous arrive 1 km², c'est l'équivalent d'1 gigawatt. Donc et ça, c'est quelque chose qui, pour un scientifique, se dit mais quand même, il faut qu'on soit capable d'utiliser ça. Donc c'est ce qui m'a motivé aussi historiquement. Super. Effectivement, ce qu'on retient de cette énergie, c'est à la fois une énergie que le citoyen dont le citoyen peut se saisir, mais c'est aussi un enjeu de souveraineté énergétique très important, surtout aujourd'hui. Il nous reste une petite vingtaine de minutes. Je vous propose donc de faire passer les micros au sein du public si vous avez des questions. Alors, on a un peu du mal à vous voir, on a les projecteurs dans les yeux, mais on vous entendra bien. Est-ce qu'on peut me confirmer que les micros peuvent bien se déplacer Et il faudra un micro, tout à fait, je vais vous passer le mien. Est-ce que quelqu'un a des questions? Une question? Ah, on va aller un peu plus loin. Merci. Bonjour, Mathieu, Objectif Énergie. J'ai une petite question justement par rapport à ce que disait M. Joffre sur la formation. Donc, vous parliez tout à l'heure de formation d'ingénieurs. Mais nous, ce qu'on remarque aussi en tant qu'installateur, on manque énormément surtout de formation pour nos collaborateurs et surtout les futurs chefs d'entreprise. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va mettre en place, notamment les différentes collectivités, pour nous aider en fait à pouvoir développer cette filière qui manque énormément d'installateurs? Oui, ben écoutez, moi, vous savez, je préside Qualité ENR qui délivre les qualifications, notamment dans le solaire Qualisol, QualiPV, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des demandes d'installateurs qui veulent former déjà des gens qui sont qualifiés mais qui veulent former des nouveaux collaborateurs. Et en fait, il y a des listes d'attente pour pouvoir suivre les cours. Alors, il y a des stages, on parlait tout à l'heure de l'INES, etc. Il y a une centaine de centres de formation en France. Hein. Alors, ils n'organisent pas des stages tous les jours, mais il faut qu'ils accélèrent. On manque également de formateurs qui sont bien formés. Vous voyez, donc on lance des formations de formateurs. Bon, c'est tout un dispositif qui se met en branle, mais il faut reconnaître qu'on est un peu en retard par rapport à la vivacité du marché. La demande est beaucoup plus forte que ce que nous pouvons apporter, mais on s'organise et ça arrive, mais voilà. Tu peux rajouter quelque chose? Moi, je voulais rajouter, oui, c'est vrai que je fais le même constat, mais là encore, la France, il y a eu l'épisode du moratoire qui a été rapidement cité, mais c'était une perte de 15 000 emplois. Tout ça parce que l'État avait mis en place... Alors, le tarif d'achat, c'est vraiment un outil absolument extraordinaire. Je pense que les étudiants, dans plusieurs siècles, ils referont l'histoire du photovoltaïque et de l'éolien avec cet outil unique du tarif d'achat qui a été imaginé par des gens qui avaient une vision à l'époque où ils ont pensé à ça. Personne ne pensait que ce serait si peu cher, si rapidement. Mais la descente des prix en 20 ans, c'est extraordinaire. Et ça, on va le dire, c'est grâce aux Allemands. Les Allemands ont accepté de payer leur électricité 2 fois plus cher que nous pendant 20 ans, mais seulement 20 ans pour arriver au résultat où on est aujourd'hui. Et ça, en France, l'État a appliqué le même principe de tarif d'achat, mais d'une manière, alors ça a été évoqué rapidement, complètement chaotique. Je pourrais vous faire 3 heures complètes sur tout ça. Mais en tout cas, l'épisode du moratoire, c'est qu'on avait des tarifs d'achat trop élevés.
Et nous, les associations, on avait dénoncé ça. On a dit attention, un tarif d'achat trop élevé, c'est dangereux. On ne demande pas ça. On ne demande pas de gagner trop d'argent. Il faut qu'il soit juste. On a créé une bulle. 5 ans après, bulle spéculative. Ouh là là, c'est tous des méchants, etc. Alors évidemment, entre-temps, il y avait les marchands du temple qui étaient arrivés, donc des gens qui s'en fichaient complètement du photovoltaïque, qui auraient vendu des encyclopédies à des aveugles, comme on disait chez moi. Mais le résultat, c'est que quand il y a eu ce brusque arrêt, 15 000 emplois perdus, dedans il y avait les mauvais, ça c'est tant mieux, mais il y avait aussi les bons. Et dans les métiers du bâtiment notamment, des installateurs, ça a été un traumatisme. À l'époque, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés se former, des plombiers, des électriciens qui ont été se former, et puis on leur a coupé la tête nette, et maintenant, enfin c'est déjà ancien, c'est plus de 10 ans, mais je pense qu'il y a un fond aussi dans ces professions de traumatisme, de on n'y croit pas, parce que... Et ça, c'est encore une fois l'État qui n'a pas joué son rôle de visionnaire et de régulateur dans la durée. Novak, vous voulez réagir? Moi aussi, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, mais aujourd'hui, une vraie solution, c'est l'autoconsommation. Aujourd'hui, je ne veux pas forcément dire quitte installer soi-même, mais quitte installer soi-même. Aujourd'hui, vous pouvez garantir 20 ou 30 ans ou 40 ans, ça dépend de la durabilité des produits, une production à 6 centimes en kilowatt, donc complètement indépendant des prix d'électricité. Donc oui, je suis bien d'accord, il nous faut des solutions de stockage durable pour stocker surplus ou quelque chose. Mais une vraie solution, c'est l'autoconsommation, plutôt que d'aller chercher à discuter avec l'État à quel prix on va acheter ou vendre. Je pense que pour moi, aujourd'hui ou dans 5 ans, comme on a dit, du 2030, il faut que tout le monde, en fait, il faut réveiller la conscience d'autoconsommation et de photovoltaïque, tous ensemble. Ouais. Jean-Charles Drouin, vous vouliez réagir? Non, moi, je voulais réagir sur ce que disait André tout à l'heure sur la formation. Et ça rejoint ce que François Gémen disait tout à l'heure. On forme les jeunes générations, c'est vachement bien. On va avoir des gens qui, dans 5, 10, 15 ans, peut-être vont impacter. Et en fait, on aurait besoin de former et de faire un rattrapage pour les cadres, chefs d'entreprise, les dirigeants, décideurs aujourd'hui. Et à commencer par nos décideurs politiques, quoi, qui ont une méconnaissance totale du domaine, quoi. Donc, bon, vous aurez constaté qu'on était assez amer sur leur mobilisation, mais sur l'événement qu'on voulait vraiment faire aussi pour eux, pour qu'ils aient l'opportunité de nous écouter, de nous suivre, de décider. Probablement à la fin des 2 jours, on aura une dizaine de thématiques sur lesquelles on va se pencher, mais finalement avec nos copains de jeu et puis avec les gens qui ont fait ça au début, quoi, hein. Donc, un André... probablement nos amis d'Enerplan, du CERF, on doit, je pense, vraiment aujourd'hui leur donner la clé pour accélérer, parce que la profession est capable de s'organiser. L'énergie, elle est compétitive, les fabricants sont de qualité, on a une qualité qui est homogénéisée sur le top 10 mondial aujourd'hui, et puis flécher les subventions au bon endroit, quoi. Parce que flécher des subventions à 700 ou 800 millions pour des usines qui potentiellement sortiront pas de terre, avec 700-800 millions, si on libère la compétence et qu'on forme des installateurs, mais on va faire des dizaines de milliers d'emplois, clairement. Des techniciens. Si, bien sûr, des techniciens, des installateurs, des professions qualifiées. André Joffre, vous voulez réagir? Oui, ce que je voulais dire, c'est que souvent on entend dire bon, c'est bien beau le solaire, mais on importe le matériel de Chine. Bon. Alors, d'abord, c'est pas vrai, parce qu'on a des fabricants nationaux, il en existe, et puis il y a d'autres projets qui, on espère, vont voir le jour. J'espère qu'ils iront au bout. C'est compliqué, mais ça avance malgré tout. On espère qu'ils pourront porter le projet. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, quand vous prenez une centrale au sol, par exemple, les panneaux solaires, c'est 12 à 15% du prix de l'installation totale. Le reste, c'est de l'ingénierie, c'est de l'installation, c'est des supports, c'est de l'électronique de puissance, etc., qui est fabriquée sur notre territoire. En partie, pas toute, mais évidemment une grande partie. En tout cas, on a des compétences pour le faire. Vous prenez Schneider, ils savent faire des onduleurs de puissance, il n'y a pas de problème. Donc, si vous voulez, il faut bien se dire que quand on a une si petite quantité de produits importés, ça change complètement la donne. Parce que l'installation, une fois qu'elle est ici, une centrale solaire, c'est une usine.
qui va fabriquer de l'électricité pendant des dizaines d'années. Et donc, c'est une usine française qui va produire de l'électricité française. Donc ça, c'est bien du nationalisme. Vous voyez, on retrouve une souveraineté, même si on importe 12 à 15% des produits étrangers. Trouvez-moi une industrie qui n'importe pas 12 ou 15% de produits chinois pour sa conception. Je pense que c'est bien plus que ça. Donc vous voyez, on n'a pas à rougir de ça. Et quand on nous dit oui, mais les panneaux solaires, c'est chinois, alors là, c'est sûr, c'est parce que nos politiques ne sont pas trop au courant de ce qui se passe. Il faudrait davantage les informer. On essaye de le faire, c'est laborieux. En plus, comme ils changent régulièrement, c'est un travail sans fin. Hein. Bon, mais bon, on essaye, on y passe du temps, je peux vous assurer. Mais voilà. Mais en tout cas, il faut tordre le cou à cette idée. Lorsqu'on utilise des produits étrangers importés en France, ça devient une usine française qui produit, et c'est ça qu'il faut regarder, on produit de l'électricité française. Voilà. Excusez cet excès de nationalisme qui n'est pas de mise, moi, le catalan, tiers mondialiste qui plus est. T'as entièrement raison, André, mais et en plus, les échelles, je trouve les échelles qu'on oublie souvent de remettre en perspective. Aujourd'hui, on rêve d'une usine de 5 gigawatts, peut-être de 2 usines de 5 gigawatts d'ici à 2030, on va dire entre la France et l'Allemagne, peut-être une 3e en Espagne, 15 gigawatts. Le marché européen aujourd'hui fait déjà entre 70 et 80 gigas. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On ferme la porte aux 60 gigas qu'on ne va pas être capable de produire et on revient en arrière. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Non, c'est pas tout à fait ça. L'Europe dit il faut que sur ce qu'on va installer en 2030, en gros, 40% soit d'origine européenne. Ça me paraît très sain comme démarche. Hein, 40%, et puis on laisse respirer, on laisse rentrer des produits, parce que, n'oublions pas, c'est aussi cette concurrence-là qui permet de faire des progrès. Des progrès en termes de prix, mais des progrès en termes d'innovation. On oublie de dire que les produits asiatiques innovent régulièrement, battent des records de performance régulièrement. Ça, c'est une chose qu'il faut bien prendre en compte. À bien distinguer l'assemblage des cellules chinoises en France, c'est vraie production. Parce qu'aujourd'hui, si on dit qu'un panneau français est français juste parce qu'il est assemblé en France, je suis bien d'accord qu'il faut avoir des productions françaises, mais aller acheter tout en Chine et assembler en France, on est bien d'accord que ce n'est pas un panneau français. On avait une remarque. Puisque le sujet, c'est la brève histoire du photovoltaïque, je veux rappeler l'histoire de Photowatt quand même. Photowatt, une entreprise 100% française, leader mondial dans les 4 premiers mondiaux dans les années 80. Alors c'était des tout petits marchés, on parlait de mégawatts, pas de gigawatts, mais à qui on a volontairement, je dis bien volontairement, quand je dis on, c'est l'État français, coupé les ailes. À l'époque où il avait besoin de passer de 50 à 500 mégawatts, à l'époque c'était 2005 à peu près, où il avait été, le fondateur de Photowatt avait été obligé de vendre, quand il est parti à la retraite, de vendre sa boîte à des investisseurs canadiens parce qu'il ne trouvait aucun Français pour l'acheter, alors que c'était une pépite technologique, notamment dans le sciage, la finesse des cellules. Donc il était possédé par des Canadiens, alors que c'était 100% français, et on lui a refusé, et quand je dis on, c'est l'Élysée, clairement, c'était monté au cabinet de Jacques Chirac à l'époque, les moyens de lever des fonds pour passer de 50 à 500 mégawatts. Et là, on aurait eu un champion du monde et on ne serait pas en train de pleurer sur les panneaux chinois. Donc voilà, c'est pas, la situation dans laquelle on est, elle est détestable. Moi, je suis tout à fait d'accord sur les questions, mais elle a été voulue. Et on a pareil dans l'éolien. Je vous le dis aussi, EDF avait construit une éolienne d'1 mégawatt en 1959. Les Danois, la première qu'ils ont faite, Vestas, c'est en 1975. On avait 30 ans d'avance, on l'a démontée parce qu'il y avait le programme nucléaire qui est arrivé entre-temps. Oui. Voilà, donc la France a une constante là-dedans, c'est de se tirer des balles dans le pied sur ses pépites, sur ses capacités, sur ses, voilà. Et après, effectivement, on n'a plus que les yeux pour pleurer. Et j'espère que ces usines sortiront, mais je suis d'accord que ça suffira de toute façon pas. On va prendre une autre question du public. On pourra continuer sur ce débat. Il me semble avoir vu passer le micro devant. Monsieur ? Oui, bonjour, Jack Mathieu. Enfin, je vais rebondir un peu sur toutes les questions, parce que en fait, ma question voulait rebondir sur la question qui avait été posée par le public juste avant, par la personne dans le public, sur justement la connaissance. J'aime bien le fait du nationalisme. Moi, je suis belge, je suis moi-même très fier de mon pays aussi et de ce qu'on fait en Europe surtout. Mais ma question est... pourquoi ? Parce que là, on est en train de parler de l'Asie. Qu'est-ce qu'ils font en Asie ? Qu'est-ce qu'on fait en Europe ? Qu'est-ce qu'on fait chacun ? On est tous des humains, on a tous d'extrêmes compétences.
on a tous la capacité d'apprendre et surtout de transmettre et, dans chaque pays du monde. Je me demande pourquoi aujourd'hui, avec tous les centres de connaissances qu'on met en place, les universités, et puis les centres d'apprentissage sur la technologie solaire, parce qu'il n'y a pas encore vraiment d'universités du solaire qui sont mises en place, ou avec tous ces chercheurs, ces ingénieurs, etc. Comme on dit, il y a beaucoup de chercheurs qui cherchent, mais moi je préfère des chercheurs qui trouvent, hein, c'est beaucoup plus intéressant. Pourquoi on ne mettrait pas au profit toutes les compétences de ces multinationales? Je ne vais pas donner de nom de multinationales, mais moi-même, je travaille pour des multinationales. Il y a des gens qui sont brillants dans ces sociétés. Pourquoi l'État, l'Europe, les dirigeants ne feraient pas plus confiance à ces fabricants, tout simplement, les écouter et faire de la synergie, comme on le fait très bien en énergie, prendre ces informations, les mettre en synergie, et puis finalement pouvoir donner la connaissance, parce que là, on parle justement d'autoconsommation, de partage d'énergie. Nationalisme, c'est bien de produire l'énergie, mais demain, l'énergie n'appartiendra à personne. Pourquoi on ne partagerait pas l'énergie de l'île avec nos amis belges? On peut le faire. Le transport de l'énergie, c'est compliqué aussi, il y a de la perte, j'en suis conscient. Mais pourquoi ne pas mettre au fait ces connaissances qui sont déjà énormes au niveau des multinationales qui produisent toute cette technologie? Je prends une société où j'ai travaillé, 25% est du R&D. C'est l'économie de la connaissance. Pourquoi on ne les mettrait pas au profit justement au niveau de l'Europe et au niveau du mondial? Ça serait intéressant. On irait beaucoup plus vite. Est-ce que l'un de vous souhaite réagir? Oui, André Joffre ? ce que vous venez de décrire, en fait, c'est faire l'apologie des pôles de compétitivité. Vous avez en France des pôles un peu dans toutes les régions. Moi, je m'occupe du pôle d'Occitanie qui s'appelle Derby. Et l'objet de ce pôle, c'est de réunir des universités, des laboratoires de recherche, des entreprises, souvent des PME d'ailleurs, qui n'ont pas d'équipement propre de R&D, et puis des grandes entreprises. Et le but, c'est de mettre en place des programmes de coopération, on appelle ça de la recherche collaborative, en essayant de mêler les deux. Et c'est un peu compliqué à faire, parce que souvent, par exemple, un chercheur et un industriel ne parlent pas la même langue, même s'ils parlent tous les deux français. Vous voyez ? Les mots ne signifient pas la même chose. Mais par contre, lorsqu'on arrive à ce que le dialogue s'instaure, alors on fait des miracles. Parce que les chercheurs n'ont qu'une envie, c'est de travailler avec des industriels. Et les industriels, qui sont très, très, très regardants vis-à-vis des chercheurs, découvrent parfois des êtres humains qui sont de qualité et qui ont envie aussi de faire des choses. Donc, moi, j'ai des exemples de réussite formidables dans ce domaine-là. Et ça, je crois que les pôles de compétitivité, heureusement, l'État qui voulait se désengager est revenu en arrière. On lui a fait comprendre que c'était une bêtise. Aujourd'hui, nous avons 5 pôles de compétitivité dans toutes les régions qui sont des pôles spécialisés sur le thème de l'énergie et des énergies renouvelables en particulier. Voilà. Donc, vous voyez, et c'est aussi un lieu, bien sûr, où on parle de formation. Par exemple, nous, en Occitanie, on va mettre un grand plan de formation. On a identifié, lors d'une étude, environ la création de 60 000 emplois nécessaires dans la transition énergétique dans la région Occitanie, d'ici 2030. 60 000 emplois. Vous voyez, c'est beaucoup. Alors, il va falloir donc qu'on s'organise, qu'on mette en place l'accueil du stagiaire, la mise en place de diplômes nouveaux. Aujourd'hui, on a des ingénieurs, par exemple. Mais vous prenez un ingénieur énergie renouvelable, il est spécialisé en éolien, en solaire, en biomasse, en hydraulique. Bon, est-ce qu'on a besoin de quelqu'un d'aussi polyvalent? Si vous avez besoin d'un technicien en solaire, autant prendre, par exemple, un gars qui a un DUT de génie climatique et puis de lui adjoindre une formation spécialisée d'1 an sur le solaire uniquement ou sur l'éolien. Voyez, et il fera un très bon technicien supérieur et ensuite il pourra devenir ingénieur par les validations des acquis de l'expérience. Vous voyez, donc on a tout ce phénomène à mettre en place. Il va falloir qu'on soit imaginatif. Et un diplôme de technicien comme celui-là, ça peut se mettre en place très rapidement. On n'a pas besoin, on en parlait tout à l'heure avec Régis Olives, qui est le directeur de SUPENR à Perpignan, on n'a pas besoin de passer par le cadre très lourd des écoles d'ingénieurs, etc., des commissions du titre d'ingénieur. C'est très lourd tout ça. Je dirais c'est dépassé. C'est un peu comme, vous savez, avant on avait des vins d'appellation contrôlée, village, etc. Maintenant les gens, ils s'en foutent, ils veulent du bon vin qui s'appelle vin de pays. Ça suffit. Bon, eh bien, c'est un peu pareil. Voilà. Ce qui compte, c'est les bonnes formations, des formations pratiques reconnues par la profession, et c'est ça qui permettra de faire avancer les choses.
Jean-Charles Rovin. Je veux bien ajouter, parce que j'adhère complètement à l'idée, à ton idée. C'est les solutions existent en fait. Les industriels ont cette gymnastique mentale de dire ok, on va créer le besoin. Surtout quand on sait certaines compagnies dans le solaire qui sont très focus sur la technologie, sur le digital, sur le big data. Donc on a des gens qui sont capables de dialoguer avec des compteurs intelligents. Tout à l'heure, André disait le véhicule to grid ou le support au réseau. Et en fait, le Linky qui est en train d'être déployé sait faire. Il n'y a pas besoin on n'est pas en train de faire de l'apprenti sorcier. Ça existe en fait. Il y a des gens qui veulent faire croire à tout le monde que c'est très complexe, que c'est très compliqué, que ça va prendre énormément de temps. Mais les solutions, elles sont là en fait. Elles existent. Les industriels de l'onduleur en particulier ont déjà mis en place des solutions de régulation pour potentiellement ne pas réinjecter dans le réseau s'il ne faut pas réinjecter dans le réseau. Ça, c'est quelque chose qu'ils maîtrisent depuis déjà 10 ans. Ils sont capables de réguler, ils sont capables de stocker dans des batteries, ils sont capables d'être hybrides en fait, ces solutions. Et je rejoins ce que tu dis, si on faisait finalement un cadre réglementaire simple qui utilise les solutions techniques qui sont à disposition, c'est ce que disait Bertrand Piccard tout à l'heure en fait. Les solutions existent, il faut les déployer quoi. Mais du coup, c'est... Oui, Daniel Inco, vous voulez réagir? Oui, je voudrais réagir en disant qu'un des moteurs du développement du solaire, c'est quelque chose qu'on aborde peu et pas assez. C'est le rôle des citoyens. Le rôle de l'action de gens résolus, je pense que tu en fais largement, on en fait partie. C'est en fait aujourd'hui, si le mouvement d'autoconsommation se développe, tout simplement, il se développe parce que la perception de l'énergie solaire et du fait que dans la société, elle est de plus en plus de place. Moi, je participe à un collectif citoyen sur un collectif pour les énergies renouvelables. C'est dans un quartier. Il y a des villes, des tas de villes qui ont des cadastres solaires, des gens qui installent. Et je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, et souvent ils sont oubliés dans des grandes discussions, on retrouve des chercheurs, on trouve les industriels, on retrouve les enseignants, etc. Mais il ne faut surtout pas oublier que si le solaire se développe, que si aujourd'hui on développe 3 mégawatts et que l'Allemagne en développe peut-être 10, je ne sais pas, et tout, c'est parce qu'il y a une adhésion profonde de la société et des gens, comme on dit, et ça c'est un élément essentiel. Donc rapprochons le plus possible, rapprochons-nous le plus possible des gens, répondons à leurs attentes, et quand quelqu'un veut installer un panneau sur son toit, ou qu'on veut installer des panneaux sur un édifice public, c'est ça le moteur. Et nous on est quelque part en aval de ça, il faut vraiment cultiver ce lien. Donc c'est pour ça qu'on avait organisé quelque chose qui c'est sur le rôle des collectifs citoyens, le rôle du mouvement social, et ça dans toute l'histoire, puisque la thématique c'est l'histoire, le rôle des opinions publiques après 73 dans les débats sur l'énergie. Les mouvements écologistes sont nés aussi, qu'ont poussé en Allemagne sur le solaire, sont aussi liés à une perception du public dans ce domaine. N'oublions pas que tout ça s'est mêlé. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour ces échanges passionnants. Je pense qu'on peut vous applaudir.